Ici, nous avons la chance d'avoir des bibliothèques, la grande bibliothèque à Montréal. Il y a des nouveautés, donc je m'ennuie pas du tout, du moins je m'ennuie pas en termes de lecture, hein. Je prends un livre, chaque fois il y a une nouveauté, donc j'ai pris ce livre. Jean-Claude Saint-Onge, La condition humaine, quelle conception de l'être humain. C'est un livre scolaire, on va dire comme ça. C'est un livre scolaire. Ah, ça c'est bien. Le tout biologique. Gène et maladie. Gène et maladie. Crever la bulle génétique. On se pensait alors à l'aube d'une véritable révolution en médecine, surtout qu'il était déjà possible de connaître son génome pour la somme de $1000. Nous avions enfin les outils qui nous permettraient de prédire le déclenchement des maladies et de développer des traitements plus efficaces et pratiquement sans effet indésirable. Or, au-delà des facteurs de risque traditionnels, la connaissance du génome n'améliore pas la connaissance. La capacité de prédire des maladies communes ne change pas de façon significative la façon dont la médecine peut les prévenir et les traiter. Ça, c'est intéressant. Regardez maintenant. L'évolution, c'est un livre de 2015, hein, l'évolution. Ce qui est bon. Déterminante de la santé des populations. Gènes et biologie. Gènes et biologie. C'est la plus petite portion. Habitudes de vie. Donc, ce sont les habitudes de vie, qui est un peu plus grande. Les soins médicaux. Et environnement, social et écologie. Donc, l'écologie, ou bien la nature, simplifiant la chose, écologie, la biomasse, tout ce qui est biomasse. Tout ce qui est biomasse dépend, c'est la portion la plus importante. La source, là, adaptée de Center for Disease Control and Prevention and Social Determinants of Health, en ligne, www.cdc.gov, Social Determinants, FAQ, etc. Frequently Asked Questions, hein, c'est bon là, hein, vous avez le truc. Dans le christianisme, une origine surnaturelle. La liberté et la raison, c'est l'âme, ce don de Dieu qui fait que l'être humain est doué de conscience. Une voix intérieure lui enjoint de faire le bien et d'éviter le mal. C'est une voix inscrite par Dieu au cœur de l'âme. Sa dignité est de lui obéir et c'est elle qui le jugera. La raison, c'est la faculté qui permet la mise en ordre des données de l'expérience et l'établissement des liens entre elles. La définition de la raison. Faculté qui permet de juger et de fournir des justifications. Attitude critique qui suppose la capacité de s'interroger, de douter, hein. Explication, cause. 5. Connaissance naturelle par opposition à ce qui vient de la foi. Terme opposé à mythe, à préjugé. Une note. Le péché original. Au début de la création, l'être humain vivait en harmonie avec Dieu et la nature. Est-ce que c'est vrai? Bon. Cependant, Adam et Ève ont voulu, comme des dieux, posséder la connaissance de ce qui est bon et mauvais. Voilà. C'est par orgueil qu'ils ont devenu, en mangeant le fruit défendu, qu'ils ont perdu leur innocence. Et voilà. Ça, c'est bon, mais regardez la signification qu'on donne à la désobéissance. Le péché original signifie la perte de l'immortalité. Voilà. Le dualisme de l'âme et du corps. Selon la conception dualiste, l'être humain est formé de deux principes distincts et opposés. Une âme immatérielle et immortelle, qui le différencie des autres créatures vivantes, et un corps matériel et périssable. Le sens de la vie consiste à vivre selon l'évangile pour accéder au royaume de Dieu. Ça, le dualisme de l'âme et du corps, c'est un point très important parce que il y aura dans la suite, j'espère ne pas oublier, pour signaler la contradiction majeure entre Nietzsche et Pascal. Descartes. Descartes. Être, c'est penser. Voilà. Élément très intéressant.
Il est né dans un village français à La Haye. Descartes est un milieu aisé, d'Amarquenté, d'Apompol. Donc, à 26 ans, il touche une rente familiale, ce qui lui permet de vouer sa vie à la réflexion. Et de temps en temps, je fais la confusion entre Descartes et Pascal. Avec donc Fermat, il contribue à mettre au point la physique moderne. Donc, c'est bon. Donc, qui va prendre meurt d'une pneumonie, voilà. Une rente familiale. Une rente, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Hein. En économie, une rente n'est pas forcément négative. Hein. Une rente, c'est un gain financier, qui n'est pas créé par le travail. C'est ce qu'on appelle une rente. Maintenant, ça dépend comment est-ce qu'on la prend. Si on la prend d'un point de vue rationnel, la rente est un profit. Si on la prend d'un point de vue pragmatique, hein, d'un point de vue économie, la rente est d'un point de vue strictement économique, stricto sensu. Hein. C'est un gaspillage. La rente, quelqu'un qui n'a pas produit un travail et encaisse de l'argent. C'est une perte pour l'entrepreneur. Quand on entend le mot rente, ça dépend idéologiquement de comment est-ce qu'on se place. Hein. Descartes est important dans l'histoire de la philosophie, essentiellement pour deux raisons. En matière de connaissance, il rejette la foi aveugle en l'Église et l'autorité du passé. Si cela paraît banal de nos jours, c'est une véritable révolution. Le rationalisme. Descartes s'inscrit dans la longue tradition philosophique du rationalisme qui a marqué la pensée occidentale. Cette vision de l'univers et l'anthropologie philosophique dont elle est porteuse n'a pas été inventée par Descartes. Il n'est pas le premier à croire que la raison est la seule chose qui nous rend hommes et nous distingue des bêtes. Les philosophes grecs, dont Platon fut l'un des plus célèbres représentants, ont inauguré ce courant de pensée qui a connu son apogée au siècle des Lumières. Attention, là maintenant, Platon, on va trouver plus loin. Je pense qu'il y a un petit truc plus intéressant sur Platon. On différents courants Spinoza, Leibniz signale que le rationalisme moderne a évolué, c'est ramifié en différents courants avec les penseurs de Spinoza, Leibniz et Hegel. Descartes annonce qu'il ne retiendra compris que les idées claires présentes à la conscience et distinctes, complètement analysées. Pour y parvenir, il a recours au doute systématique. Toutes les choses dont il peut douter, il les considère comme fausses, afin d'arriver à un système qui élimine toute possibilité d'erreur. La célèbre phrase de Descartes, le cogito cartésien, je peux douter de tout, mais je ne peux douter que je doute, par conséquent, je pense. C'est une certitude inébranlable. Elle est bonne, hein? Le cogito cartésien. Le cogito, c'est pour simplification, c'est la cogitation, hein? C'est la démonstration de l'existence de l'individu. Je peux douter de tout. Voilà, je doute de ça et de ça. Mais je ne peux douter que je doute. C'est tautologie, hein, c'est ce qu'on appelle une tautologie. Par conséquent, je pense, c'est une certitude, par conséquent, je pense, c'est une certitude inébranlable. Une certitude inébranlable est un événement vrai, urbi et orbi. C'est une tautologie. Le doute cartésien n'est pas rien. Perception sensible, connaissance les plus sûres et réalité du monde extérieur. Voilà, ça c'est bien. L'être humain, chez Descartes, est désincarné.
c'est un pur esprit qui n'a pas besoin du corps pour penser. L'être humain, chez Descartes, est désincarné. C'est un pur esprit qui n'a pas besoin du corps pour penser. Ça veut dire qu'on peut l'être, l'ego. C'est-à-dire on peut le détacher, hein? On peut détacher l'être humain. Tous les philosophes rationalistes ne partagent pas le point de vue de Descartes au sujet de la liberté. Spinoza soutient que la volonté libre n'existe pas. D'autres insistent sur l'idée selon laquelle la raison est un gage de liberté puisqu'elle permet l'autonomie de l'être humain. Ça c'est bien, hein? Ça c'est une belle bagarre, hein? Une vision idéaliste de la liberté. Ma volonté est tellement libre de sa nature qu'elle ne peut jamais être contrainte. Ah, ça c'est bien là. Ah, on va taquiner un petit peu. Page 49. Les femmes et le rationalisme. La philosophie rationaliste est un univers dont les femmes furent exclues. Ce fut le cas de pratiquement toutes les écoles de philosophie jusqu'au XIXe siècle. Quelques exceptions notables. Condorcet et Poulain de la Barre. Ce dernier considérait dans son ouvrage paru en 1773 que l'esprit n'a pas de sexe. Le XVIIIe siècle s'exprima contre ce point de vue et a produit pas moins de 360 réfutations de cette thèse sur l'égalité des sexes. C'est bien, hein? Donc, le féminisme, etc., ça remonte à très longtemps, là, hein? Donc, le XVIIIe siècle s'exprima contre ce point de vue et produisit pas moins de 360 réfutations de cette thèse sur l'égalité des sexes. Ah. L'objectivation du corps, René Descartes et ses pensées, l'opposition passion-raison. Ça c'est... La coupure entre le corps et l'âme se double d'une opposition entre la passion et la raison. Pour la plupart des grands rationalistes, je suis mal à l'aise là, je tiens le truc et je dis, pour la plupart des grands rationalistes, les passions et les émotions sont suspectes. Elles doivent être maîtrisées par la raison. Les passions et les émotions sont suspectes. Elles doivent être maîtrisées par la raison, car elles faussent les perceptions. Ne dit-on pas que l'être humain est aveugle? L'être humain doit dominer, dompter son corps et ses émotions qui le rapprochent de la bête. Ça, on retrouve ça chez Platon, hein. Tout en reconnaissant que l'âme pâtit des passions, amour, haine, désir, joie, etc. Descartes adopte une position plutôt modérée en affirmant que nous n'avons rien à éviter que leurs mauvais usages ou leurs excès. Ah, ça c'est... atteint son paroxysme à plus haut degré dans une maladie période durant laquelle les symptômes sont les plus aigus. Chez Descartes, les idées essentielles. Une nouvelle vision de la nature et de l'être humain, exister ses pensées, le libre arbitre cartésien. Selon Descartes, la liberté est une question de volonté. La volonté est tellement libre de sa nature qu'elle ne peut jamais être contrainte. Mais il se rend compte qu'on peut vouloir des choses sans être capable de les obtenir. Le dualisme du corps et de l'esprit, l'opposition passion-raison. Ça, l'opposition passion-raison, Jean Colimbourg. Je recommande vivement la lecture de ce passage, hein, pour ceux qui s'intéressent à la lecture, bien sûr. Texte, un discours de la méthode extrait. Descartes, cité dans Allard, G. 1984, etc. Attends, hein. Je ne sais si je dois vous entretenir des premières méditations que j'y ai faites, car elles sont si métaphysiques et si peu communes qu'elles ne seront peut-être pas au goût de tout le monde. Une phrase énorme. Je ne sais si je dois vous entretenir des premières méditations que j'y ai faites, car elles sont si métaphysiques et si peu communes qu'elles ne seront peut-être pas du goût de tout le monde. Ça, c'est quand on échange entre amis, etc., de temps en temps, on s'emporte sur ça, voilà. L'individu possessif de la théorie libérale. J'accumule, donc j'existe. Regardez ça. C'est des Beatles, hein. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel right. Cause I don't care much for money. Money can't buy me love. Ça, voilà, c'est un livre universitaire.
On utilise les Beatles. Utilisez Martin Belounès. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, quand on n'aura que l'argent, alors on n'aura que l'argent, on saura que l'argent ne se mange pas. Geronimo. L'empirisme de Locke, John Locke, hein? John Locke, l'essai sur l'entendement humain 1690 est sans doute la contribution la plus significative à la philosophie. C'est une majeure tente de répondre à des questions fondamentales. Que pouvons-nous connaître? Quelles sont les limites de la connaissance? Et comment pouvons-nous connaître? John Locke, fondateur de l'empirisme moderne. Pour Locke, même les idées les plus abstraites, comme l'idée d'infini, proviennent de l'expérience. Nous avons tous une expérience du temps, que nous mesurons en heures, en journées, en années, ou de la longueur que nous mesurons en mètres et kilomètres. Or, notre esprit nous permet d'abandonner sans fin ces longueurs. C'est ainsi qu'on obtient l'idée d'infini. En mathématiques, l'infini, c'est quelque chose d'autre là. Hein? En mathématiques, on le définit aussi. Mais c'est intéressant de faire le lien entre la philosophie et les mathématiques. John Locke. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. John Locke est né 36 ans après Descartes à Windsor d'une famille sacrée de Somerset, en Angleterre, et meurt à Oates en 1704. Puritaine qui affiche le plus grand respect pour la rigueur et les principes moraux, c'est sûr, la tolérance, etc. Nous vivons dans ce qui est convenu d'appeler la société libérale. Le libéralisme constitue l'idéologie dominante des sociétés capitalistes, particulièrement celle d'Europe et d'Amérique du Nord. C'est au XVIIe siècle que les premières grandes théories libérales voient le jour au Royaume-Uni sous la forme de John Locke. D'aucuns font remonter les origines libérales à Thomas Hobbes. Et au XVIIIe que le libéralisme prend son essor avec Adam Smith en Angleterre et le docteur François Quesnay, qui fonde l'école physiocratique en France. Féodal qui appartient à un système social dominant en Europe du 5e au 15e siècle de notre ère. En simplifiant, on peut dire que le féodalisme est caractérisé par l'existence de deux grandes classes sociales, seigneurs et paysans attachés à la terre. Les paysans, ces derniers possèdent de modestes moyens de production et en échange de la production du seigneur travaillent gratuitement pour lui. Irmesen. Voilà. Donc voilà. Irmesen. Voilà. Donc, Takbeli, Tagliser, c'est la même chose. Hein. Thomas Hobbes, 1788-1679. Hobbes tente d'appliquer les principes de la physique mécanique à l'étude des sociétés. Hobbes tente d'appliquer les principes de la physique mécanique à l'étude des sociétés. Contrairement à Rousseau, qui pense que l'être humain n'est pas naturellement mauvais, Hobbes croit que l'homme est un loup pour l'homme. Donc voici toutes les bases, les hypothèses de départ. Et nous avons tendance à dire, Thomas Hobbes a dit ça, etc. Et on prend ça pour argent comptant. Alors qu'on oublie les hypothèses, l'environnement, le caractère social, le caractère politique de l'environnement d'écriture. Par une espèce de pacte, il renonce. Chacun tente d'imposer sa volonté et ses désirs à l'autre. Pour que cesse cet état de guerre permanent et afin de préserver leur vie, les citoyens s'entendent sur une forme d'association par une espèce de pacte. Ils renoncent à leurs droits naturels, satisfaire leurs désirs par tous les moyens et cèdent le pouvoir à un souverain, un roi ou une assemblée. Le souverain détient le pouvoir absolu et incontesté et n'est pas soumis au pacte social comme le préconise Rousseau. Comme Hobbes prône un gouvernement autoritaire, d'aucuns refusent de le considérer comme l'un des pères du libéralisme. Il expose ses thèses dans son principal ouvrage de Léviathan, 1651. Donc, toujours, dans l'individu possessif de la théorie libérale, j'accumule donc j'existe, il y a Locke décrit parfois, j'ai un problème de lumière, Locke décrit parfois l'état de nature comme le rempli de dangers et de magie chouette là.
serais plus à l'aise comme ça. Ouais. Il dit que les hommes sont égaux, mais que certains sont plus égaux que d'autres. Ça, c'est John Locke. Hein. Il dit que les hommes sont égaux, mais que certains sont plus égaux que d'autres. Car il ne faut pas pourtant entendre qu'ils soient égaux à tous égards. Regarde. Il dit que les hommes sont égaux, mais que certains sont plus égaux que d'autres. Il ne faut pas pourtant entendre qu'ils soient égaux à tous égards. En projetant certains traits de la société sur l'état de nature, la description de Locke contient plusieurs contresens historiques. C'est ainsi que l'on trouve un marché généralisé de la main-d'œuvre caractéristique des sociétés capitalistes. Ce concept a fait l'objet de nombreux débats. S'agit-il d'une hypothèse purement méthodologique ou d'une description fidèle de ce qui existait avant l'apparition de la vie en société? Locke semble opter pour la seconde hypothèse. Et il est rejoint là par le philosophe américain Robert Nozick, 1938-2002, qui reprend à son compte les théories du droit naturel de Locke, affirme que de façon déconseillée, que les explications qui ont recours au concept état de nature sont des explications potentielles fondamentales de ce monde et associées vigueur de l'explication et éclaircissement, même si elles sont incorrectes. John Nozick s'est opposé durant toute sa vie à John Rawls, mais au soir de sa mort, il a regretté cette opposition à John Rawls. Il avait dit que John Rawls a raison. John Rawls défend les résultats justes et Nozick défend les règles justes. Là, c'est là de l'appropriation limitée à l'appropriation illimitée. Ça, c'est là où intervient l'économisme, hein, je dis bien l'économisme capitaliste, qui part du principe que les ressources sont limitées et les désirs des personnes sont illimités. Donc, on cherche la rationalité. À partir de là, intervient la rationalité. Bien que mon travail soit pratiquement seul créateur de valeur, comme je suis libre de faire ce que je veux de ma force de travail, lorsque je la vends, je vends également mon droit à la possession de ce que mon travail peut tirer de la nature. Voilà. Paradoxalement, c'est en concevant l'être humain comme seul possesseur de son travail que l'on justifie le transfert du profit qui était l'accomplissement d'un travail d'un homme dans la poche de l'autre. L'individualisme possessif, liberté, propriété et vie. Je passe sur ça. Compte de travail. Durant la grande crise des années 30, plusieurs comptes semblables ont vu le jour au Canada et aux États-Unis par crainte que les gens chômeurs ne se révoltent. Les conditions de vie étaient difficiles, pour ne pas dire inhumaines. Californie, en 1930. La mise en tutelle de la liberté par la propriété. La mise en tutelle de la liberté par la propriété est encore plus évidente chez les physiocrates. La liberté et la sûreté, écrit Mirabeau, 1749-1752, sont des annexes inséparables de la propriété. La liberté pour le Mercier de la Rivière, la liberté sociale se trouve naturellement renfermée dans le droit de propriété. Ils enchaînent avec Friedrich Hayek, se situe dans le droit fil de l'eau, continue que nous avons peu à peu abandonné cette liberté économique sans laquelle la liberté personnelle et politique n'a jamais existé. Ça, c'est Hayek, hein. C'est un ultralibéral. Hein. Il est plus ultralibéral que Friedman, mais c'est lui qui a traité Milton Friedman de bulldog de l'économie. Pour Hayek et pour la plupart des libéraux, toute intervention de l'État dans l'économie impose une limite à la liberté personnelle. Puisque l'État limite la liberté des individus, donc il faut supprimer l'État. Et le principe, Locke a défini la vie, la liberté, le patrimoine de chaque individu en d'autres termes. Tant que je ne nuis pas aux autres, l'État n'a pas à s'ingérer dans mes affaires. Quelques remarques critiques. Premièrement, l'une des failles de la théorie de Locke consiste à voir la propriété comme un droit naturel. Il est certes naturel
pour l'être humain de manger, de boire, de s'abriter et par conséquent de s'approprier les choses que la nature met à sa disposition. Cependant, la nature est muette quant à la forme que doit prendre cette appropriation qui peut être privée, comme c'est le cas aujourd'hui, au collectif. Ah, cette méprise est un autre exemple de ce que Dewey, Dewey c'est un Américain, appelé l'illusion naturaliste. Normalement, il est américain. Hein. Le libéralisme classique. Le premier courant est celui du libéralisme classique, dont les fondateurs sont Locke et Smith en Grande-Bretagne, les physiocrates en France. Locke et les physiocrates sont partisans des droits naturels et de l'état minimal. Ça, c'est un peu rapide, là. Hein. Smith, état minimal, c'est un peu machin. L'homme politique américain Thomas Paine, 1739-1809, est l'un des seuls parmi les premiers libéraux à considérer que la protection de la vie est plus importante que la protection de la propriété, et à conclure que les droits naturels débouchent sur la propriété publique des ressources naturelles. Cela constitue une hérésie pour un vrai libéral. Ça, c'est bien ça. Paine, donc Thomas Paine, que les droits naturels débouchent sur la propriété publique des ressources naturelles. Cela constitue une hérésie pour un vrai libéral. Propriété publique, c'est les ressources naturelles comme bien public, comme un bien public au sens qu'il faut qu'il appartienne à l'autorité suprême, à l'État, à l'État, qu'est-ce qui se passe là? Ah, voilà. Et d'un point de vue strictement économique, ça veut dire qu'il faudra rétablir les monopoles naturels sur les marchés incontestables. Je rappelle, donc, le monopole la propriété publique sous-entend un monopole naturel de l'État, lequel doit rétablir les monopoles sur des marchés incontestables. Qu'est-ce que c'est qu'un marché incontestable? C'est-à-dire aucun entrepreneur privé ne peut entrer dedans. Plus techniquement, ça veut dire que l'État doit considérer que le coût marginal, le prix marginal, est le plus bas possible pour lui pour éviter toute réalisation de profit par le secteur privé. Voilà. Donc ici, le libéralisme, une tradition variée et multiforme. Hein. Vous avez le libéralisme néoclassique, le marché serait autorégulateur, c'est ce qu'on appelle, le marché autorégulateur, c'est ce qu'on appelle les forces disciplinantes du marché. C'est le mot le libéralisme étatiste ou social-libéralisme, voilà, ils disent que c'est John Maynard Keynes qui ont le représentant. C'est l'État-providence. Le libéralisme anti-étatiste, c'est le libertarisme ou ultralibéralisme. Tiens, ça c'est bien ça. David Friedman, 1945, etc. David Friedman, c'est le fils de son père, hein, c'est le fils de Milton Friedman. Il faut vérifier ça, hein, David Friedman et Milton Friedman. Traité du gouvernement civil, c'est extrait John Locke, hein, traduction de David Mazel. Encore que la terre et toutes les créatures inférieures soient communées appartiennent en général à tous les hommes, créatures inférieures là, hein, c'est-à-dire l'homme est au-dessus, hein. Le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains, nous pouvons le dire, sont bien propres. Tout ce qu'il a de l'état de nature, par sa personne, appartient à lui seul. Là. Waouh. Ça, c'est bien, hein. Donc, c'est pour la limite, une limite à l'appropriation, ce qu'on appelle la clause lockéenne. Jean-Jacques Rousseau, liberté et perfectibilité. Je sais que j'ai marqué quelque chose là. Ah, voilà, c'est bon. Parce que je sais que David Hume, l'anglais, a trahi Jean-Jacques Rousseau à Genève. Jean-Jacques Rousseau est l'auteur du contrat social que j'ai lu. Est-ce que j'ai apprécié le contrat social de Rousseau? Pas tellement. Jean-Jacques Rousseau, mais la force de Jean-Jacques Rousseau, là, le respect.
Jean-Jacques Rousseau n'a pas fréquenté les bonnes écoles. C'est un autodidacte d'origine modeste. Donc, produire une idée, produire une pensée, produire une théorie n'est pas réservé uniquement à ceux qui ont fait des écoles, je sais pas quoi là. Hein. Il conduit la sobriété en 1750 grâce à son discours de sciences et etc., etc. Ah, véritable paradoxe. Rousseau se méfie des philosophes et ne se prive pas d'éreinter la raison parce qu'elle dénature l'être humain. Lui qui avoue son invincible dégoût pour toute forme de commerce social écrira du contrat social en mission de la même volume traité sur l'éducation des enfants, Émile, ou de l'éducation. Pourtant, il a confié ses 5 enfants à l'assistance publique. C'est dingue là. Rousseau qui n'a pas fait l'université, qui n'a pas fait des grandes écoles, qui fait le contrat social, qui écrit sur l'éducation, qui a été trahi par David Hume et confie ses 5 enfants à l'assistance publique. Hein. Il fait quelque chose de dingue. Hein. Voilà, Rousseau pose les bases d'une anthropologie laïque et rejoint le dogme du péché originel en fondant la légitimité de l'État sur la volonté du peuple plutôt que sur la volonté divine. Waouh, la légitimité de l'État, la volonté du peuple, c'est bien. Évolution humaine, état de nature, être humain animé par l'amour de soi, vie en solitaire, acquisition du langage de la faculté de comparer, début de la coopération, état social, vie en société, apparition de la propriété privée et des inégalités. L'état de nature, il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça. Il y a le droit à la propriété, la vie en solitaire, la propriété, l'autosuffisance, le droit de se reproduire. Il y a pas mal, hein. Il n'y a pas que ce point-là, hein. Le projet de Rousseau. Rousseau est convaincu que l'être humain a été dénaturé et corrompu par les arts, les sciences et les techniques. Son ambition est de retrouver l'humain à l'état de nature tel qu'il existait avant l'apparition de la société. L'enjeu est important. Si l'on peut déterminer que l'être humain n'est pas naturellement mauvais, il sera possible de construire la société sur ses bases. Hein. C'est bon là, hein. C'est bon. Rousseau est convaincu que l'être humain a été dénaturé et corrompu par les arts, les sciences et les techniques. Son ambition est de retrouver l'humain à l'état de nature tel qu'il existait avant l'apparition de la société. L'enjeu est important. Si l'on peut déterminer que l'être humain n'est pas naturellement mauvais, il sera possible. Est-ce que ça c'est bien ça, hein? Est-ce que c'est pas un complexe? Je ne sais pas, hein? L'éducation, la réponse du salut pour l'être humain est une éducation fondée sur le cœur et les sentiments. C'est une pédagogie progressive reposant sur les besoins particuliers de l'enfance. On remet en cause la thèse du contrat. Dans l'Émile, Rousseau remet en cause la thèse du contrat social. Ah, ça, je découvre ça. Donc, vous avez raison d'être contre Rousseau. Hey, il affiche son scepticisme quant à la possibilité que la liberté puisse être sauvegardée par les lois et pense que la volonté générale ne peut s'imposer. La liberté ne se trouve donc dans aucune forme de gouvernement. Elle réside dans le cœur de l'homme libre. Vraiment, Charles Darwin, lui-même produit de la matière. J'allais vraiment l'éviter. J'ai assisté à des conférences, et je l'apprécie pas. Mais, par objectivité et neutralité, je vais le mettre. Le darwinisme, théorie scientifique, élaborée par Charles Darwin, montrant que la vie sous toutes ses formes a une origine commune et qu'elle a évolué graduellement par une accumulation de modifications successives. Darwinisme social, à distinguer du darwinisme, se fonde sur une lecture particulière de Darwin. On y conçoit la vie comme une lutte à outrance, vision sur laquelle on classe l'être humain sur une échelle biologique qui va de l'inférieur au supérieur.
Regardez, une révolution dans la conception de l'être humain. L'être humain est l'animal, une même matière. La présence humaine sur Terre est le fruit du hasard, c'est-à-dire Dieu, allez, on n'en parle plus. L'idée d'évolution, les fossiles, les embryons, le fixisme. Les espèces ont été créées telles qu'elles sont, s'opposent à l'évolutionnisme et au transformisme. Toujours chez Charles Darwin lui-même, produit de la matière, une hiérarchie biologique, la tentation de l'eugénisme, Sir Francis Galton, cousin de Darwin, et inventeur du QI, s'est donné pour mission d'endiguer cette tendance à la multiplication des inférieurs. Il a fondé l'eugénisme, une pseudo-science destinée à améliorer la race humaine. Il a ressuscité ce vieux fantasme, comme l'appelle Jacques Testari, qui remonte à la nuit des temps, que l'on retrouve chez Platon. Voilà, l'eugénisme est simple, il s'agit donc Platon, la philosophie de Platon, etc., donc allez-y mollo là, hein. Donc il se retrouve avec Darwin, l'eugénisme, Francis Galton, Platon, etc., donc on doit y être mollo avec, voilà, eugénisme, pseudo-science, fondé par Sir Francis Galton au XIXe siècle, en croisant les meilleurs sujets. On croyait obtenir la race supérieure. L'Allemagne nazie donna naissance au Leibniz, officier de Toulon croisa, officier SS et jeunes allemands, des pratiques à l'élimination systématique des gens réputés débiles et des pendus race inférieure. L'eugénisme a été pratiqué à Taïwan. C'est pour cette raison, quand on parle du développement de Taïwan, là, le darwinisme social ne présente pas une vision rationnellement justifiable de l'être humain. C'est une idéologie dont le but est de légitimer les inégalités profondément naturelles entre humains. Ça, j'ai tout le temps défendu les mathématiques, etc., mais il y a quelque chose chez Albert Jacquard de très intéressant, là, hein. Regardez, la collection des nombres dits naturels, etc., je passe sur ça. L'objet A est-il supérieur ou égal ou inférieur à l'objet B? La réponse sera fonction des nombres XA et XB associés aux deux objets, car pour les nombres, la question supérieure ou égale a un sens. Maintenant, naturellement, une infinité de procédures peuvent être imaginées pour procéder à cette attribution. On peut par exemple, avec des techniques bien définies, mesurer pour chaque individu son poids P, sa taille T, son volume R et son quotient intellectuel QI, lui affecter un nombre X calculé à partir de ces quatre paramètres, ce que le mathématicien écrit X égale une fonction du poids, de la taille, du revenu et du QI. A sera supérieur à B si XA est supérieur à XB. Il est clair qu'une telle expression est extrêmement dangereuse, qu'elle risque d'induire un rapport de supériorité entre les objets, alors que ce rapport n'existe qu'entre les nombres que nous avons associés arbitrairement aux objets. Ça, c'est très bon, hein. Ça va mettre de la modération, c'est-à-dire renforcer la nécessité de tempérer toutes les mathématiques que nous utilisons dans les sciences sociales, sciences entre guillemets, hein. L'économie, la psychologie, la sociologie, ça c'est du pipeau, hein. C'est pas du science, ça, hein. John Dewey, Nature humaine et culture. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi? Je sais pourquoi je l'ai mis. John Dewey, né à Burlington, au Vermont, aux États-Unis, en 1859. Le Vermont, c'est pas loin d'ici, hein. Dewey sont de la tradition pragmatiste américaine, celle-ci étant en droite ligne avec la théorie élaborée par Sanders Peirce et William James. Paradoxalement pratique, partisan du bon sens, subit l'influence du philosophe allemand Friedrich Hegel, qui est tout sauf un pragmatiste. Dewey doit aussi beaucoup à Darwin. Les évolutionnistes sont devenus un credo, cette nouvelle, etc., voilà. Voilà. L'être humain se définit par un ensemble de besoins fondamentaux liés à sa constitution biologique. Ces tendances ne changent pas, mais la façon de satisfaire ces besoins dépend des influences culturelles et sociales.
Cette tendance ne change pas. L'influence des facteurs culturels et sociaux est déterminante. La question de fond n'est pas tant de savoir si telle ou telle tendance est inscrite de façon indélébile dans sa condition biologique de l'être humain. Il s'agit plutôt de savoir comment ces tendances inhérentes sont stimulées ou inhibées, intensifiées ou affaiblies. C'est ici que les influences sociales et culturelles jouent leur rôle. Fait prendre des phénomènes culturels pour des phénomènes naturels. Ah, l'illusion naturaliste fait prendre des phénomènes culturels pour des phénomènes naturels. Là, again. Une proposition qui... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Une proposition qui viserait à ce qu'une société se passe de boire et de manger serait l'une des rares à se ranger dans cette catégorie. Voilà. L'idée qu'on se fait de la nature humaine dépend des buts que l'on vise. Si l'on veut justifier l'exercice de l'autorité, on dira que l'être humain est une brute et l'on adoptera un point de vue pessimiste sur la nature humaine. Voilà. La liberté, il découle de cette présentation une conception assez limpide de la liberté. Si nous voulons que les individus soient libres, nous devons veiller à ce qu'il existe des conditions convenables. Truisme qui tout en moins indique la direction où regarder et avancer. Karl Marx, c'est réalisation de soi et sociabilité. Ça, c'est intéressant. Aucun philosophe n'a eu autant d'influence que Karl Marx. Karl Marx est un philosophe. Le moins lu, le plus cité. Waouh, le moins lu, le plus cité. Aucun n'a été aussi mal compris, tant par ses opposants que par les marxistes. Contre son gendre Abguelis. Paul Lafargue prétend résumer la pensée de Marx dans le livre Le déterminisme économique de Karl Marx. Celui-ci ironise. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas marxiste. Celui-ci ironise. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas marxiste. Voilà. Bon, est-ce que c'est Marx qui a dit ça ou c'est son gendre, Paul Lafargue, là, hein? Donc, wow. Regardez, biographie. Marx est né en 1810 en Allemagne, 18, mort à Londres en 1883. Son père avocat de confession juive, Marx entreprit des études de droit. Il se fit une réputation d'étudiant turbulent et fut arrêté pour tapage nocturne et ivresse, l'alcool. Estimant que le droit n'était pas pour lui, il se mit à l'étude de la philosophie et obtint son doctorat à l'âge de 23 ans. Il épousa Jenny van Westphalen, jeune fille de la petite noblesse. Il se destinait à l'enseignement, mais ses vues libérales. Ses vues libérales l'empêchèrent d'obtenir un poste universitaire, cette voie lui étant barrée par le régime prussien ultra-conservateur. Donc Marx était un libéral, hein? Il se lança dans le journalisme plus tard et se consacra à l'étude de l'économie et de l'action politique. Le caractère social de l'être humain se manifeste dans la production, la transmission des connaissances et la vie en groupe. L'être humain se définit également par le rôle qu'il joue dans la production et donc par sa classe sociale et son époque historique. Le travail aliéné, la division du travail confine l'être humain à une opération et l'empêche de développer toutes ses capacités. L'activité du travail elle-même n'appartient pas à l'individu. Le travail est devenu une punition. Il ne travaille pas pour le plaisir, mais pour le salaire. Le produit de son activité ne lui appartient pas. Il perd sa vie à créer des objets qui lui sont étrangers. Attention, là, Karl Marx n'est pas uniquement du baratin. Il a fait des démonstrations mathématiques sur la cristallisation du salaire, du profit dans le salaire. Il a calculé les coefficients d'exploitation. Je ne me souviens pas exactement de la formule de l'équation mathématique, mais c'est le coût sur les coûts plus la valeur de la production, quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas très bien, parce que là, ici à l'université, j'ai étudié la pensée économique à l'université, un peu bien sûr. Karl Marx, il est passé, hein, c'est Chicago là, hein, vous connaissez, c'est Chicago. Ah, il est là.
voici l'exploitation au travail. Donc elles sont là. Hein. Si la nature fournit les bases de la richesse, on va confisquer aux travailleurs par le produit de main produit. En effet, le salaire de l'ouvrier est moindre que la valeur du produit qu'il fabrique. Car le travail est une marchandise qui a la capacité de produire plus de valeur qu'il n'en coûte lui-même. Par conséquent, le profit est du travail non payé. Donc, valeur ancienne, valeur nouvelle. Moi, bon, il faut que je rejette un coup d'œil sur les équations de calcul chez Karl Marx. Hein. Le fétichisme de la marchandise. Mais d'abord, pour Karl Marx avec ses barres de lien. Ce qu'il paraît, là, ce qu'il paraît. Bon, ça, c'est une blague. Hein. Il est venu à Alger, mais il n'a jamais dit c'est la Kabylie. Hein. Le problème de la liberté, libre arbitre, liberté sociale, liberté formelle, liberté réelle. Friedrich Engels, compagnon et collaborateur de Marx vers 1888. Je tenais à le montrer là, pour la définition du communisme et du socialisme. Je l'ai étudié, mais on raconte des salades sur tout Facebook, les journaux, etc. Le communisme, les deux acceptions les plus courantes sont les suivantes. 1. Désigne abusivement la doctrine et le régime social de l'ex-URSS et des pays comme la Chine et Cuba. Deuxième, pour Marx, le communisme est le régime social qui succède au socialisme, première phase du communisme. C'est la société sans classe et sans État, d'où les conflits, l'égoïsme et les antagonismes de toutes sortes ont disparu. Sa devise est la suivante: de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Donc le communisme, le capitalisme, quand il aura atteint le stade suprême de l'exploitation, il se transformera en communisme avec ses guerres, ses conflits, lequel passera au mode socialisme, et après le socialisme, on va revenir vers le communisme. Donc voilà des petites nuances qui circulent comme ça, etc. Mais les gens ne connaissent pas. Nietzsche. Nietzsche, je fais rapidement dégoûter ailleurs. Ressentiment, etc., etc. J'ai mis beaucoup de trucs avec. Introduction. Le crépuscule des idoles porte le sous-titre révélateur comment en philosophe, en marteau, etc. En fait, le maître de formule choc provocante. Né en 1844 à Local en Prusse, sa mère était fille de pasteur, son père, etc., etc. Notamment certaines de ces textes, surtout c'est la falsification dont l'importance fut exagérée. On enseigne la philologie à Bâle, en Suisse. Il est déjà gravement malade, des douleurs plusieurs jours par jour, une demi-paralysie qui lui rend la parole difficile, des problèmes oculaires, des crises accompagnées de violents maux de tête qui peuvent faire votre enfant journée et nuit d'affilée. Au bord de l'épuisement qui lance l'homogène, qui l'ont mené dans la vidérance. Une vidérance. En se déplaçant constamment d'une pension à l'autre, à Nice, etc. Fait 3 tentatives de suicide. À Rome, en 1882, il rencontre l'écrivaine Lou Andrea Salomé, qui devient la psychanalyste. Freud dirait qu'elle est la poète de la psychanalyse. Nietzsche en tombe éperdument amoureux et rêve d'en faire sa disciple. Par l'intermédiaire de son homme Paul Ré, 1809, poète et philosophe, il la demande en mariage et le suit un refus. C'est la deuxième fois qu'une femme lui dit non. Après son retour en Allemagne, veut qu'il ait formé avec une légende démentie par son biographe, veut qu'il ait formé avec elle et Paul Ré un ménage à 3. Wow, démenti, hein. Il écrit des billets à ses amis qu'il signe de nom de Dionysos, ou le crucifié. Il meurt dans la solitude en 1900, émuré dans sa folie. Emmuré, dans la critique de nouvel optimisme, rationaliste et idéaliste, il y a quelque chose, qu'est-ce que j'ai fait?
la mort de Dieu et le nihilisme. Nietzsche constate que les philosophies idéalistes et les religions le monde sont en train de se désintégrer. La pulvérisation le nihilisme passif. L'anthropologie de Nietzsche, la critique du dualisme. Ah, voilà, la critique du dualisme contre le mirage métaphysique. L'homme est l'union des contraires. Voilà, le truc de dualisme avec Descartes. Hein. Descartes, c'est un dualiste. Voilà, point Zarathustra, prophète iranien ayant vécu au VIe siècle avant notre ère, il s'est opposé aux prêtres de son époque. Nietzsche le prend pour porte-parole. Voilà. Ahkar Balayur, Ata Nietzsche, la photo Nesta Pompoun, etc. en 1889. Ahkar Balayur, Ahkar Barbarkayi, la guerre des sexes, etc. La réhabilitation, union de contraire, Ahkar Balayur, Freud أحقر برتقويم والله ما ذوق هذه صراحية بركاية. Toujours sur Descartes, j'ai oublié des trucs très intéressants hier. Je vais arranger ça là. Une fois que Descartes a tout remis en question, il arrive à une vérité. Je ne peux douter que je doute. La pensée, voilà notre première certitude. Si je doute, c'est ce que je pense, et si je pense, c'est que j'existe. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Bon, je tiens le truc d'une main et je lis sous la caméra. Donc... Descartes se trouve devant deux problèmes. Tout d'abord, si les idées sont un gage de vérité, qu'est-ce qui rend possible la perception par l'objet, par l'esprit des objets qui nous entourent? C'est l'idée détendue, qui était une idée innée, que Dieu a implantée en nous. Le deuxième problème de Descartes consiste à savoir si les idées innées correspondent bien aux objets qui existent réellement et indépendamment de nous. Se pourrait-il que notre représentation du monde extérieur ne soit qu'une illusion? La réponse de Descartes est simple. Il dit que Dieu, dans son infinie bonté, ne nous tromperait pas et que nous pouvons douter de l'existence de Dieu. C'est une idée claire et distincte, plus sûre que le cogito. En quoi Descartes est-il persuadé de l'existence de Dieu? Il soutient qu'il a en tête l'idée d'un être infini et parfait, qu'il ne peut lui-même être la cause de cette idée, puisqu'il n'est ni infini ni parfait, car si Dieu n'existait pas, il ne serait pas parfait. De plus, comme il faut autant de réalité dans la cause que dans les faits, il s'ensuit que Dieu existe. Ça, c'est dans le chapitre 4 sur le libéralisme. L'égoïsme... Tiens, quelque chose d'intéressant là. L'égoïsme est la main invisible d'Adam Smith. Je veux revenir sur le concept, l'expression la main invisible d'Adam Smith. Une fois pour toutes, pour mes amis, Adam Smith n'a utilisé que 2 fois durant toute sa vie de l'expression l'expression la main invisible. Il l'a écrite une seule fois et il l'a prononcée une seule fois. Dans quel contexte? Il a été forcé, dans un débat avec d'autres philosophes et économistes, il a été forcé à justifier comment le marché peut être un autorégulateur partiel. Il a répondu que c'est la main invisible. C'est la main invisible qui guide l'homme pour être meilleur, pour être généreux, et c'est la main invisible qui guide le marché à fixer le bon prix à la bonne marchandise. Ensuite est venu l'un des marqueurs de l'économie, du libéralisme, c'est Léon Walras. Il est là. Les origines de l'expression homme économique sont nébuleuses. L'homo economicus est néanmoins le produit de l'école néoclassique liée au nom de l'économiste suisse Léon Walras, 1834-1910, et du sociologue et économiste italien Vilfredo Pareto, 1848-1823. Donc ils sont à peu près la même génération, hein, les deux, Walras et Pareto. L'être humain
tente de maximiser ses satisfactions par l'utilisation rationnelle des ressources dont il dispose. Et être parfaitement rationnel, il ordonne et hiérarchise ses choix à partir de ses préférences. Si je préfère le vin à la bière et la bière aux boissons gazeuses, je préfère le vin aux boissons gazeuses. Ça, c'est bon, ça c'est la classification des préférences, etc., qui sont difficiles à faire. Hein. Ils se sont battus sur l'ordinalité et la cardinalité des préférences. À signaler, Léon Walras, c'est lui, pour sortir de la main invisible d'Adam Smith, c'est lui qui a inventé le concept du spectateur impartial. Pour Pareto, quand on lit dans des textes, dans des livres, etc., un optimum au sens de Pareto, il y a un optimum paressien et il y a des optimums au sens de Pareto. Ça rentre toujours dans le cadre de la maximisation de l'utilité de la préférence. Bon, il faut toujours avoir en tête que l'optimum de Pareto, la courbe des optimums de Pareto est une courbe infinie. Il y a une infinité. Comment on choisit un optimum, c'est celui qui maximise le bien-être d'une partie sans en réduire l'autre. Maintenant, si nous acceptons le principe qu'on peut réduire, augmenter le bénéfice, le profit, les utilités d'une partie sans en réduire celle des autres, on dit que c'est un optimum au sens de Pareto. Vilfredo Pareto, par un raisonnement mathématique qui est sociologue et économiste, c'est à partir de cet optimum, ces équilibres, qu'il a soutenu le fascisme. Le truc là de Darwin, je n'aime pas du tout. J'ai l'impression que c'est du chinois pour moi là. L'être humain et l'animal, une même matière. La présence humaine sur Terre est le fruit du hasard. L'idée de l'évolution, donc the origin of species by means of natural selection, l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Voilà, le fossile et les embryons. La réponse de Darwin, la sélection naturelle, la marque, les transformations selon l'usage, les variations. Là, c'est Malthus qui rentre en jeu, là. Hein, c'est Malthus, l'anglican, hein, c'est un pasteur anglican. La religion. Voilà, la sélection naturelle. La théorie de Charles Darwin admet l'existence d'autres mécanismes que la sélection naturelle dans l'évolution, l'usage et le non-usage de la sélection sexuelle et l'action directe des conditions dans la pompe à angiotensin, etc. La théorie synthétique ou le néo-darwinisme, l'évolution et le progrès, le darwinisme social, que le meilleur gagne. Voilà. Le lien entre Darwin et Hitler. On en tire la conclusion que pour réussir dans la vie, il faut jouer du coude, marcher sur le corps du voisin, être impitoyable, intraitable. Cette réalité inéluctable serait voulue par la nature et s'appuierait sur une théorie scientifique, celle de Darwin. C'est précisément le point de vue du dictateur nazi Adolf Hitler qui écrit dans Mein Kampf, Mon combat. L'idée du combat est aussi vieille que la vie elle-même, car la vie se perpétue grâce à la mort. On combat d'autres êtres vivants. Dans ce combat, les plus forts et les plus adroits l'emportent sur les plus faibles et les moins adroits. Je suis mal à l'aise là, comme en tenant la caméra là. Point de vue du dictateur, là, c'est là où cet auteur-là, hein, c'est l'un des points. Il y a d'autres points sur lesquels cet auteur, Jean-Claude Saint-Onge, me dérange. Il y a d'autres mais que je n'ai pas notés. C'est précisément le point de vue du dictateur nazi Adolf Hitler. Bon, dire dictateur nazi, c'est normal. On appuie, on accepte. Hitler est un dictateur, Hitler est un nazi, tout ce qu'on veut là, hein, tout ce qu'on veut. Mais dans un livre académique, ce genre de position, non. Là, il annonce la couleur, hein. 60 000 Reichsmark, etc. C'est écrit, hein. Sur cette affiche de programme pour le programme d'euthanasie, hein, opération T4,
de l'Allemagne nazie, on peut lire: cette personne souffrant des problèmes héréditaires coûte à la communauté 60 000 Reichsmark. Au cours de sa vie, citoyen allemand, ceci est votre argent aussi. Je m'en fous de la propagande, mais ce qui est intéressant d'un point de vue mathématique, d'un point de vue économique, c'est le coût. On calcule, il faut calculer quelque chose, il faut calculer le coût d'un problème, d'une maladie, etc. C'est 60 000 Reichsmark, donc on peut calculer la vie. Il fallait que je revienne sur Nietzsche. Friedrich Nietzsche, l'être comme instinct et volonté de puissance. Je suis corps tout entier et rien d'autre. L'âme n'est qu'un mot désignant une partie du corps. Friedrich Nietzsche. Maintenant, essayons de transposer ça à l'Algérie, à la sociologie, au comportement des Algériens. Est-ce que c'est valable? Je vous laisse répondre. Choc provoquant, le pessimiste de Schopenhauer. Dionysos, personnage de la mythologie grecque. Je lis beaucoup sur ces histoires de Grecs, mais il me dérange un peu. Personnage de la mythologie grecque, dieu du vin, du délire extatique, ainsi que du théâtre et de la tragédie, dont l'équivalent dans la mythologie romaine est Bacchus. Selon la légende, la mère de Dionysos, une mortelle, fut fécondée par le dieu suprême, Zeus, Jupiter chez les Romains. Elle meurt au 6e mois de sa grossesse. Zeus arrache l'embryon et le porte dans sa cuisse, d'où l'expression né de la cuisse de Jupiter. Pour Nietzsche, Dionysos personnifie la vie, l'instinct et la lucidité. Il a perdu toutes ses illusions et est conscient que la vie est un puits de souffrance sans fond, mais n'en célèbre pas moins la joie de vivre. Waouh! Ça c'est bien. Le diagnostic de Nietzsche, l'homme malade de la métaphysique. La critique du judéo-christianisme, que votre volonté soit faite. Ce qui est chrétien, c'est un certain sens de la cruauté envers soi et envers autrui. La haine de ceux qui pensent différemment, la volonté de persécuter. Ce qui est chrétien, c'est la haine contre l'esprit, contre l'orgueil, le courage, la liberté. C'est la haine contre les sens, contre la joie des sens, contre la joie. Le troisième reproche que Nietzsche adresse aux religions, c'est d'avoir dénaturé l'être humain. Jadis, on sacrifiait à son Dieu des êtres humains. À l'époque morale de l'humanité, on sacrifiait à son Dieu ses instincts les plus forts, sa nature. La religion a condamné les instincts et les passions, et l'être humain tente de persuader qu'il est essentiellement un esprit, une âme immortelle. Ça c'est bien là. La critique des philosophes rationalistes et idéalistes. D'après Nietzsche, les philosophes idéalistes de Platon jusqu'à Kant sont également responsables de la négation de la vie. Chez Platon, le monde des idées joue le même rôle que l'au-delà dans le christianisme. Ce monde est parfait, éternel et immuable. Il est à la source de toute la réalité. Voilà, donc il critique Platon. Dans le monde de la philosophie, c'est pas tout le monde qui est d'accord là, hein. Donc, que chacun se fasse sa philosophie de la vie. La mort de Dieu et le nihilisme. Tout est vain, nous sommes orphelins de l'homme, les fatigués de l'homme, le nihilisme passif se récapitule. Le nihilisme passif est l'attitude qui consiste à démissionner devant la désintégration des valeurs symbolisées par la mort de Dieu. Nietzsche préconise le nihilisme actif, soit la déconstruction active des valeurs traditionnelles et la définition de nouvelles valeurs fondées sur l'affirmation de la volonté de la volonté de puissance. Wow, volonté de puissance. L'anthropologie de Nietzsche, la critique du dualisme. Contre le mirage métaphysique, l'homme est l'union des contraires. Le dualisme, c'est ça. Donc, nous avons d'un côté l'âme, l'esprit, le vrai, la raison, la stabilité, la réalité, le bien, l'ordre, l'immortalité. À droite, nous avons le corps, la chair, le faux, le sens, les passions, les instincts, changements apparents, mal, chaos, mortalité. Le primat du corps, le refoulement des instincts, Zarathustra, prophète iranien ayant vécu au 6e siècle avant notre ère, il s'est opposé aux prêtres de son époque, l'ange le prend pour porte-parole.